Ça m'a vraiment challengée parce que je me suis dit mais attends, mais comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que tu t'as pas mis en place? Enfin, ça m'a beaucoup remise en question personnellement. Qu'est-ce que techniquement, effectivement, j'ai pas réussi à faire pour qu'il n'y ait pas ce creux? Je me suis dit mais en fait, tu as toutes les clés et tu t'es pas capable de le faire toi-même pour toi-même. Enfin, c'est en fait un peu nul, quoi. Enfin, c'est clair. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas. Alors bienvenue dans le podcast La Voix du Dirigeant, le podcast qui est censé révéler le secret de la résilience des entrepreneurs et du coup le secret de ta résilience aujourd'hui. Donc pour commencer, je te propose de te présenter, de présenter ton activité. Ok. Donc je m'appelle Isabelle Michaud. J'ai lancé IM Conseil en janvier 2020, juste avant le Covid. J'ai trouvé que c'était une bonne idée pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis ingénieure agricole de formation et pendant 18 ans, j'ai accompagné des éleveurs et des dirigeants d'exploitation agricole dans leur mise en place d'actions qui leur permettent d'être eux-mêmes plus résilients vis-à-vis de tout ce qui était changement climatique, alimentation, variation des cours des céréales, etc. C'est un milieu, j'ai travaillé dans une chambre d'agriculture, c'est un milieu qui est extrêmement politique et politisé, dans un département de la région qui était un peu complexe au niveau politique. En veille d'élection chambre d'agriculture, en fait, on élit des représentants tous les 6 ans. L'aspect politique est devenu très compliqué pour moi à gérer humainement, donc j'ai décidé de mettre les voiles et de changer d'orientation professionnelle. Donc pendant 2 ans, j'ai un peu cherché ma voie. Est-ce que je repars vers du salariat? Est-ce que je monte mon entreprise? Et j'ai croisé l'association qui est aujourd'hui une SCOP qui s'appelle Merci René, qui crée des espaces et en collaboration en fait avec les utilisateurs à base de mobilier recyclé, de seconde main ou produit localement. Et c'est grâce à eux en fait que j'ai découvert la RSE. D'où l'idée de me lancer. Parce qu'ils m'ont un peu poussée en me disant « mais si, il y a de l'avenir dans ce métier, lance-toi ». D'accord. Pour nous, qu'est-ce que c'est une SCOP? Une SCOP, c'est une société coopérative. En fait, l'idée des SCOP, c'est que c'est très participatif en termes de financement, mais aussi en fait, chaque personne de l'entreprise est propriétaire d'un petit bout de l'entreprise. Et c'est une entreprise qui est très participative et très collaborative dans les modes de gouvernance et dans la prise de décision. Très bien, merci. Du coup, aujourd'hui, tu interviens auprès d'entreprises. Tu interviens, c'est tout. Et il me semblait que tu donnais aussi des cours, non? Oui, alors aujourd'hui, en fait, IM Conseil est une entreprise de conseil en responsabilité sociétale des entreprises. Ce que je fais, c'est que j'accompagne les entreprises à la mise en place de la démarche au sein de leur structure. J'accompagne plutôt des petites entreprises, voire même des indépendants, donc TPE, PME et certains indépendants. Et je suis aussi amenée à donner des cours dans certaines écoles supérieures. À l'ISG, par exemple, j'ai donné des cours sur le développement durable, la RSE. Là, il est prévu que j'en donne aussi à l'EPITA. Donc, ouais, c'est un autre volet de mon activité, mais c'est pas le volet vers lequel je souhaite m'orienter en priorité. Enfin, c'est un plus parce que j'aime bien transmettre ce que j'ai appris, mais c'est pas le gros de l'activité, quoi. Ok. Bon, j'ai une question un peu bête par rapport à ça, c'est que je sais que les grandes entreprises ont un intérêt à faire de la RSE, notamment potentiellement même financier. Qu'est-ce que ça apporte à des toutes petites entreprises, voire des indépendants, de faire de la RSE? Alors en fait, les grandes entreprises, elles ont une obligation légale. Alors, j'ai pas très bien la mémoire des chiffres, mais les grosses entreprises du CAC 40, Airbus, Thales, Total, ont toutes une obligation légale de remplir ce qu'on appelle les indicateurs extra-financiers chaque année. Donc c'est leur rapport RSE. Mais la loi Pacte de 2019 indique clairement que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur activité, sont incitées à mettre en place une démarche RSE parce qu'on considère que toutes les entreprises, qu'on soit tout petit, indépendant, tout seul ou qu'on soit de très nombreux, on a un impact, notre activité a un impact sur l'environnement, la société, les modalités sociales au sein de l'entreprise, si on a des salariés, etc. En fait, il y a des chiffres qui montrent que les entreprises qui mettent en place une démarche RSE, alors ces statistiques ont été faites plutôt sur des entreprises qui sont de taille moyenne à grande taille, mais elles ont 13% de plus de productivité
Et du fait de la résilience, du fait de la mise en place de gestes, d'éco-gestes qui leur permettent de faire des économies, de vraiment réfléchir, la mise en place de la qualité de vie au travail qui permet d'avoir moins de turnover, donc moins de charges de recrutement, etc. En fait, c'est un package, c'est très difficile à mesurer, mais c'est une réalité qui a été chiffrée sur des entreprises plutôt de taille moyenne et de grande taille. Chez les indépendants, souvent c'est plus une volonté du dirigeant, de l'indépendant, du freelance, d'aligner ses valeurs personnelles en faveur de l'environnement et du social ou du sociétal, avec une démarche qui soit un peu construite et qui lui permette de communiquer sur ses valeurs de façon un peu sereine, en fait. D'accord. Il y a vraiment cette logique d'attractivité de l'entreprise. Oui, exactement. Soit vis-à-vis des clients, d'une clientèle qui se reconnaît dans ces valeurs-là, soit vis-à-vis de candidats pour postuler dans l'entreprise quand c'est les plus grandes entreprises, notamment chez les jeunes qui sont beaucoup touchés par ces problématiques-là. Oui, tout à fait. C'est complètement ça, en fait. Chez les indépendants et les toutes petites structures, c'est souvent très lié à l'engagement personnel du dirigeant ou des dirigeants, des créateurs de l'entreprise. Mais dans les PME et les TPE, lorsqu'il y a des salariés, il y a un vrai enjeu d'attractivité et de maintien des talents au sein de l'entreprise. Ok. Bon, merci pour toute cette présentation. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu peux nous raconter quelle était la plus grande difficulté que tu as rencontrée en tant qu'entrepreneur et comment tu l'as surmontée? Alors, la plus grande difficulté, je ne pense pas être au bout des difficultés que je vais rencontrer, déjà. Je pense que c'est une réalité qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur bien en tête. La plus grande difficulté, elle est assez récente. Je me suis retrouvée avec un creux de trésorerie qui, à mon sens, est trop important. En fait, ça m'a mis très mal à l'aise. J'ai toujours, au niveau familial, au niveau de mes finances personnelles, j'ai toujours géré au plus juste et de façon à jamais avoir le compte dans le rouge. Et là, après l'été, je me suis retrouvée avec le compte dans le rouge. Donc un gros challenge émotionnel. Est-ce que je suis vraiment à ma place en tant qu'entrepreneur? Est-ce que je vais pas finir de faire fondre le peu d'argent que j'avais? Enfin, voilà, beaucoup de remises en question. C'est vraiment là aujourd'hui à ce jour le plus gros challenge. Je pense que je suis en train de me soigner et de m'en sortir. Est-ce que ce serait possible que tu nous donnes un petit peu de contexte, dans le sens, quand tu as démarré l'entrepreneuriat, est-ce que ça a décollé tout de suite? La trésorerie, est-ce que ça se passait bien, etc. avant d'arriver à ce creux? Ouais. Afin qu'on comprenne le contexte. Alors, le contexte, donc immatriculation en janvier 2020, quelques prospects bien chauds, bien motivés pour démarrer l'activité. Enfin, sur le papier, tout était beau et ça allait démarrer de suite, en fait. Sauf qu'au mois de mars, on devait commencer les accompagnements au mois d'avril. Au mois de mars, on se fait confiner, on prend le Covid dans le museau. Et au final, une des entreprises qui m'avait sollicité était un artisan, il a liquidé l'entreprise. Et les deux autres ont remis au calendrier grec en disant ben non, enfin là c'est pas le sujet, tu comprends, il y a d'autres problématiques, les masques, les gels hydroalcooliques, le télétravail, etc. Parce que c'était des petites entreprises mais qui avaient des salariés, donc ils ont eu vraiment ce gros pool de difficultés à gérer, eux. Donc l'activité, en fait, en 2020, c'est une année blanche. J'avais du chômage, donc ça m'a permis aussi de continuer à investir pour l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise me doit un peu d'argent à titre personnel, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu et ça me gêne pas en fait. Donc j'ai réussi à continuer à me former, à continuer à créer un site, à continuer à mettre en place les bases de l'entreprise. Donc ça c'était 2020, 2021, les premières actions, les premiers clients. Pas avec un flux d'affaires non plus mirobolant. La RSE, déjà souvent les gens disent c'est la RSE, donc il faut expliquer, il faut faire un peu de pédagogie avant d'engager des choses. Mais finalement j'ai réussi en 2021 à me rémunérer à hauteur de ce que j'attendais pour un démarrage, donc environ 1 000 € par mois, quasiment tous les mois, donc j'étais plutôt fière de moi. Avec un joli volume d'affaires aussi qui venait d'un collectif auquel j'appartiens qui s'appelle We Act for Earth, qui est un collectif d'indépendants et de petites entreprises
qui œuvrent pour vulgariser la RSE justement auprès de tout ce public-là. Et puis 2022, on a continué, j'ai commencé à donner des cours dans des écoles, etc. Donc tout était à peu près fluide, je commençais à être un peu sereine financièrement. Et en fait, je me suis pas du tout méfiée de l'été. D'accord. De l'été, avec des investissements qui sont hyper utiles, la BSB Academy de The Bee Boost, Surf and Freelance de Thomas Burbidge, enfin voilà, des petits investissements de formation qui me sont indispensables à moi pour continuer de grandir en tant qu'entrepreneur, mais qui ont fait que comme il n'y avait pas d'entrée d'argent sur l'été, ça a un peu creusé la trésorerie, quoi. D'accord, ok. Donc en fait, quand tu parlais tout à l'heure de creux de trésorerie, ça a été dû en fait à un changement de marché saisonnier. Enfin, c'est un marché saisonnier en fait. Alors oui, saisonnier parce que souvent les entreprises travaillent peu ou du moins ne sont pas sur ces aspects-là stratégiques en juin, juillet. Août, j'ai recommencé à avoir du volume entrant, des discussions, des appels, etc. Mais le temps que ça se mette en place, ça se décale sur septembre, octobre, voire plus loin. Donc il y a un petit flottement de trésorerie là à ce niveau-là. Et pour moi, c'est très inconfortable. Et donc à ce moment-là, du coup, tu as eu des doutes Oui, parce que je me suis dit, ok, tu t'es engagé auprès de ces personnes, tu as des factures à payer, et qu'est-ce que tu fais, comment tu communiques auprès des gens, au final, auprès de qui t'as des dettes. Et puis j'avais aussi des créances, enfin j'avais des personnes qui me devaient de l'argent. Comment je mets en place quelque chose qui me permette de récupérer cet argent qui m'est dû et qui rentre pas en temps voulu, et comment moi je communique auprès des personnes à qui je dois de l'argent, comment je communique avec mon banquier qui prélève des frais à chaque fois qu'il débite et qu'il n'y a pas de sous sur le compte. Enfin, voilà, donc ça m'a beaucoup challengée, et ça a remis en question en fait ma capacité à garder cette posture de chef d'entreprise en fait. Ok, donc moi j'entends plein de choses, c'est génial. Déjà il y a la notion technique de la comptabilité, de la gestion de la trésorerie, la gestion du besoin en fonds de roulement, j'entends ça aussi. Et bon, l'avantage c'est qu'il y a le banquier ou le comptable qui peut être là pour aider. Merci. Et donc ça c'est top. Et après il y a deux autres aspects. Il y a l'aspect personnel. Donc, de ce que je comprends, c'est comment vivre ce creux, parce que parfois, quelqu'un d'autre que toi le verrait et dirait « Oh, mais c'est rien, ça c'est juste une petite vague et une vaguelette. » Et alors que pour toi, ça a été très fort, donc c'est là la remise en question, j'imagine, de est-ce que j'ai la capacité de vivre ça tous les ans, par exemple, ou pas. Et il y a un autre sujet qui est qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour que ça n'arrive plus, soit le côté personnel, soit d'un point de vue dans l'entreprise, pour qu'il y ait une croissance suffisamment élevée pour que je n'ai plus jamais à me soucier de la trésor. J'imagine que c'est ces deux aspects-là qui peuvent être... Oui, tout à fait, c'est complètement ça. Enfin, il y a l'aspect personnel, humain, sensibilité, ma propre sensibilité à moi et mes propres challenges personnels et remise en question permanente. Enfin, je suis toujours en train de me demander si je fais toujours bien, etc. Je suis pas ultra perfectionniste, mais un petit peu quand même, donc vis-à-vis de moi surtout. Sur ce sujet, tu disais tout à l'heure que tu avais l'habitude de bien gérer ta trésorerie, et là pour le coup tu étais dans le rouge, donc forcément tu es sortie de ta zone tout à fait. de confort habituel. Exactement, ça m'a vraiment challengée, parce que je me suis dit mais attends, mais comment t'en es arrivée là, qu'est-ce que tu n'as pas mis en place? Enfin, ça m'a beaucoup remise en question personnellement. Qu'est-ce que techniquement, effectivement, j'ai pas réussi à faire pour qu'il n'y ait pas ce creux? Alors que dans toutes les formations que je suis, tous les accompagnements que j'ai pu avoir, on m'a dit mais non, mais il faut justement calculer ton besoin de fonds de roulement et puis voir à quel moment tu as des creux d'activité, suivant ton business plan, machin. Bon, enfin, plein de choses en fait très techniques qui font que je me suis dit mais en fait tu as toutes les connaissances pour. Et dans mon ancien métier, j'ai accompagné des éleveurs sur des aspects technico-économiques. Donc, j'avais accès aux grands livres. Enfin, je les ai accompagnés justement à étudier tous ces chiffres, comment on optimise en fait la trésorerie de l'entreprise. Je me suis dit, mais en fait, tu as toutes les clés et tu n'es pas capable de le faire toi-même pour toi-même. Enfin, c'est en fait un peu nul, quoi. Enfin, c'est clairement. Enfin, à un moment donné, oui. Le matin, je me suis regardé la main, je me suis dit, mais où tu vas, quoi. Enfin, c'est toujours cette question de prise de recul finalement, parce qu'on le fait toujours très bien pour les autres, mais dès qu'on le fait pour soi,
il y a une attache émotionnelle qui fait qu'on ne voit pas forcément les choses de la même façon. Oui, tout à fait. Puis entre la théorie et la pratique, tant qu'on n'a pas mis en pratique la théorie, on a tous tout compris. Hein. Ouais. Exactement. C'est tellement facile, en fait, lu dans les livres ou expliqué par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu as fait, du coup ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par appeler les personnes auprès de qui moi je devais de l'argent. Une en particulier qui est très chère à mon cœur parce que c'est une copine entrepreneur. On fait partie du même réseau féminin d'entrepreneurs Glow Up. On se connaît depuis 2-3 ans. Et là, elle travaille pour moi pour mettre en place, pour réécrire tous mes articles de blog que j'avais basculés de mon ancien blog sur mon nouveau site en format SEO compatible. Donc c'est pas pouvoir la payer elle, alors que c'est pas des très grosses factures, mais c'était juste très inconfortable humainement en fait. Donc prendre le temps de lui envoyer un petit message, de lui dire voilà c'est un peu compliqué, est-ce que tu as la capacité toi d'attendre, parce que moi aussi j'attendais de l'argent, et le dirigeant en face me demandait pas si j'étais en capacité de faire le tampon en fait, donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai commencé par prendre sur moi et prendre le temps de discuter avec mon amie Nathalie par message. On n'a pas eu le temps de savoir au téléphone, mais ça ne saurait tarder, pour garder le lien et pour lui expliquer la situation dans laquelle j'étais. Et elle m'a rassurée, elle m'a dit pas de souci, quand tu peux. Enfin bon. Donc du coup ça m'a fait, ça a allégé un peu un poids sur ma conscience. Et puis le jour où j'avais prévu d'appeler mon conseiller bancaire, en fait, c'est elle qui m'a appelée. Et je la remercie parce qu'elle est vraiment aux petits oignons. Enfin, dès qu'elle sent des trucs, elle est très, très humaine et très, très proche de ses clients, enfin du moins de moi. Et du coup, elle m'a appelée, je l'ai rappelée dans la journée et on a discuté longuement justement de ce trou. Elle essayait de comprendre pourquoi il y avait ce trou alors qu'il n'y en avait jamais vraiment eu. De voir dans quelle situation moi j'étais. Ton conseiller personnel ou en tant qu'entrepreneur ? Non, mon conseiller d'entreprise. D'accord, ok. Oui. Non, parce qu'en fait, sur mon compte en banque à moi, on arrive à gérer avec mon mari qui lui est salarié, donc en fait, il n'y a pas de flux négatif, quoi. Enfin, on arrive à vivre. Mais sur mon compte professionnel, c'est ma conseillère pro qui m'a contactée. Donc là, c'est pareil, elle a un peu enlevé le poids, elle m'a dit que c'était pas grave, que ça arrive à toutes les entreprises, que compte tenu du contexte actuel, elle voyait bien que j'étais pas la seule dans sa clientèle. Donc elle m'a redonné quelques conseils, elle m'a dit mais vous inquiétez pas, oui nous on va prélever des frais forcément, mais on va essayer de les limiter, je vais essayer de faire un frais sur 2, enfin elle a essayé d'arranger les choses, quoi. Donc ça a été les 2 premières vraiment choses que j'ai mis en place. Et puis moi à titre personnel, l'autre chose que j'ai mis en place vraiment, enfin que je suivais, j'avais déjà un tableau de trésorerie qui calculait mon besoin de fonds de roulement que m'avait filé ma comptable, dans lequel j'avais pas intégré en fait les charges patronales et salariales puisque je suis en SAS, donc je paye les 2 pour moi, mais c'est un choix très réfléchi et très mûr, donc j'assume le choix. J'avais pas calculé les frais, enfin les taux liés à ma rémunération, et donc en fait mon tableau était un peu faux, voire très très faux, et en fait j'ai repris ce tableau alors que je faisais l'autruche pendant longtemps en me disant je veux pas voir les chiffres, enfin je suis un peu fâchée avec les chiffres, je pense que j'ai donc c'est non, enfin ouais, je mettre la tête dans le sable, et puis surtout par regarder ce fameux tableau qui me disait que j'allais être dans le rouge, qui m'avait prévenu en fait. Mais donc ça j'ai pris pareil une demi-journée, je me suis remis sur ce tableau. J'ai été boostée par mes partenaires de responsabilité entrepreneuriale qui m'ont dit mais si il faut le faire, allez, on te met si tu le fais pas, attention à toi, machin. Donc je m'y suis remise, et ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça m'a aidé à prendre du recul, à me dire ok, là aujourd'hui j'ai besoin de ça, comment je m'organise moi maintenant pour faire rentrer l'argent qui me manque. Ok. Donc d'un côté tu as eu le côté appelé en fait tes fournisseurs, on va appeler ça comme ça, ta collègue et la banque, et donc ils t'ont aidé à alléger un petit peu le poids et la difficulté, la pression de cette situation. Et de l'autre côté, en fait, tu as fait le point sur la situation et comme ça définir un plan d'action derrière. Il y a une personne dont j'ai pas entendu parler dans ton histoire, c'est le comptable. Est-ce que Alors, je suis là, c'est pareil, c'est une comptable.
en fait, j'étais dans un cabinet comptable qui m'a bien aidé à démarrer. Puis bon, le rapport humain me satisfaisait plus. Donc en début d'année comptable 2022, ça y est déjà, on est déjà en 2022, bientôt 2023. J'ai basculé dans un autre cabinet comptable qui fait partie aussi de mon club d'entrepreneurs féminins chez GlowUp. Et en fait, avec laquelle j'ai beaucoup d'affinités et avec laquelle on peut discuter complètement en transparence. Enfin, c'est pas une copine parce que ça reste ma comptable, mais on peut discuter de façon très humaine et très franche, sans que ça pose. Enfin, je me sens assez libre avec elle. Et donc, on s'était calé un appel. C'était vendredi qu'on a enfin réussi à se parler. Et c'est pareil, elle a complètement dédramatisé la situation. Elle me dit, mais t'inquiète pas, ma facture à moi, ça peut attendre, j'ai ce qu'il faut pour tenir. Te mets pas encore plus dans le rouge juste pour payer mes 175 €. Enfin, donc du coup, ça a aussi allégé la charge mentale. Et ce fameux tableau de trésorerie, c'est grâce à elle que je le tiens, puisque c'est elle qui me l'avait fourni. Et c'est un outil merveilleux. Encore faut-il avoir le courage de l'alimenter et de mettre le nez dedans. Oui. Parce que pour moi, c'est pas toujours très confortable. Bon, je prends un tout petit peu d'avance sur la question sur la résilience, mais là, ce que j'identifie, c'est quand même un mécanisme assez intéressant sur ta résilience. C'est d'abord aller enlever la partie émotionnelle, ou trouver en tout cas un réconfort auprès de personnes que tu connais, qui sont bienveillantes et qui te font comprendre que ta difficulté, en fait, déjà, elle n'est pas unique. Il y en a d'autres qui l'ont et que finalement, c'est pas si grave que ça. Et deuxième phase, derrière, revenir sur quelque chose de plus rationnel, c'est-à-dire la partie opérationnelle et comment faire pour résoudre la difficulté, quoi. J'ai l'impression que Alors, est-ce que c'était ça que tu cherchais dans la première étape ou est-ce que tu cherchais plutôt à affronter tes responsabilités ? Moi, c'est plutôt, je l'ai pas perçu en émotionnel, mais plutôt je vais affronter ma responsabilité. Il y a des gens qui m'attendent. Ouais, c'est un peu ça. Après, c'est un peu la mère de famille aussi. Tu sais, je suis maman, j'ai des grands enfants qui au lycée, qui commencent des études supérieures. Enfin, j'ai toujours eu un peu ce besoin d'affronter la réalité des choses et ma responsabilité propre. En fait, je considère que je suis toujours responsable de ce qui se passe. C'est-à-dire que mon client qui me payait pas, je sais quelles sont ses difficultés. J'avais déjà discuté avec lui, on a mis en place des choses pour alléger aussi le poids pour lui. Mais c'est de ma responsabilité de faire des relances, d'aller chercher l'argent parce qu'il rentre pas, tout en étant bienveillant, même si le mot est un peu galvaudé, mais tout en étant humain et compréhensif vis-à-vis de lui. Et moi, tu as raison. En fait, j'ai besoin à la fois d'alléger ce mental où je m'auto-sabote un peu toute seule comme une grande, mais je suis toujours je reste persuadée que je suis responsable et j'ai besoin d'affronter cette responsabilité pour pouvoir passer à l'action. Complètement. De toute façon, en tant qu'entrepreneur, on a déjà eu plusieurs fois cet échange-là, mais on est responsable et à partir du moment où on ne prend pas la responsabilité, en fait, on se positionne en victime des événements qui se passent autour de nous. Et donc, on risque pas de les résoudre et on risque pas de trouver des solutions aux situations futures. Et donc, on retombe toujours dans le même cycle de... Ouais. Donc, autant être responsable, y aller, résoudre les problèmes et comme ça, on sait... Pour rebondir, je suis d'accord. En fait, la volonté, de ce que je comprends, c'est d'aller chercher à être responsable et régler soi-même la situation. Par contre, ce que tu as obtenu en faisant ça, de la part de ces personnes-là, c'est un réconfort, une forme de réconfort. Et je pense que dans cette logique-là, donc l'entourage et la bienveillance de ces personnes-là ont grandement participé au fait de, redescendre un petit peu, entre guillemets, sur terre et se mettre à l'action pour ne plus que ça arrive. Oui, tout à fait. Tu as complètement cerné le truc. En fait, j'ai la chance, je pense, d'avoir créé un environnement, un entourage à la fois entrepreneurial et professionnel et familial qui est très à l'écoute et qui est porteur. En fait, j'ai réussi à me créer une communauté de personnes qui me permettent de prendre du recul, de dire ok, là t'es au fond du seau, t'es en train de pleurer sur ton papier, mais redescends, c'est pas si grave que ça. Tu vas rebondir, t'as la capacité à. Donc ça c'est un cadeau de la vie. Je considère que c'est vraiment un cadeau de la vie.
J'ai d'autres réseaux aussi qui sont plutôt dans l'écoute, l'entraide, le soutien. Donc j'ai réussi à créer ça, et ma famille à moi est plutôt, alors même s'ils comprennent pas toujours complètement ce que c'est l'entrepreneuriat, et voilà, parce que j'ai que des salariés, mes parents étaient des salariés, etc. J'ai quand même des gens qui sont plutôt des soutiens, qui cherchent pas forcément à me donner des solutions toutes faites ou me dire mais pourquoi t'as pas pensé à ça, mais plutôt qui sont là pour m'écouter en fait les jours où ça va pas. Et ça a pas de prix quoi. Je pense que la capacité de résilience quand on est entrepreneur, avec mon petit recul de 3-4 ans, hein, c'est pas non plus, j'ai pas 10 ans d'entrepreneuriat derrière moi, mais c'est d'arriver à s'entourer de personnes qui vont nous soutenir dans les moments difficiles. Et puis qui vont partager les moments de joie aussi, bien sûr. Hein. À y être. Ok, du coup là on est en mi-octobre. Tu as dit que ça avait redémarré un petit peu en août, les contacts. Ça va mieux ? Alors je vais mieux. Là j'ai une semaine qui ressemble à un peu tout et n'importe quoi. Enfin, j'essaie de caser des rencontres, des trous, enfin des appels dans des trous. Voilà, c'est la semaine prochaine, ça va être un peu du même acabit. Ça va mieux. Je suis en train de finaliser les interventions avec l'EPITA qui, hier, ils m'ont dit « Ah mais non, mais en fait, parce que je les ai relancés, parce que j'avais toujours pas le contrat, les dates, etc. Ah mais ça devait commencer demain. » Mais non, en fait, pas demain, parce que là, voilà. Donc, il y a des choses qui vont se bousculer là sur la fin de l'année. Mais du coup, ça me met dans l'action et ça me rebooste et puis ça me challenge aussi parce que je vais devoir travailler avec des nouvelles personnes, etc. Donc ça, c'est le côté un peu fun et que j'aime bien dans mon métier, quoi. Et puis j'ai lancé là sur septembre, j'ai lancé une offre de mise en place de la RSE, mais en petit groupe d'indépendants, qui est vraiment destinée aux indépendants ou aux TPE de salariés, enfin de personnes. Pas forcément de salariés, mais et du coup ça me met aussi dans l'action de plus communiquer sur ces ateliers, d'oser relancer les cowork ou les collectifs auxquels j'ai proposé, qui regroupent beaucoup d'indépendants, auxquels j'ai proposé ces ateliers. Donc ouais, je tiens le bon bout. Super. Est-ce que c'est envisageable de dire que ok, donc là il y a un volume d'affaires potentiel qui est intéressant. Le pipe, comme on dit, est plutôt intéressant. Est-ce que tu as réfléchi à, par exemple, dire, bon, ben, certains clients, peut-être que je peux les faire décaler mon intervention pendant l'été ou juste avant l'été pour que je n'ai plus cet effet de saisonnalité? Alors c'est pas quelque chose à laquelle j'ai pensé. En fait, dans l'idée de mon offre, il y a des ateliers un peu ponctuels, soit des ateliers très thématiques sur les sujets de la RSE. Ça peut être la gestion des déchets, les éco-gestes, ou la mobilité, ou la qualité de vie au travail. Et là, il faut que je trouve des intervenants parce que j'ai pas la formation ni les compétences propres au sujet, mais je sais de quoi je parle, mais j'ai besoin d'apporter de la qualité aussi à mes clients. Donc ces accompagnements courts, en fait, c'est difficile de les organiser pendant l'été dans les entreprises parce que c'est souvent des moments où ils n'ont qu'une partie de l'activité, une partie des employés, etc. Par contre, je propose aussi des accompagnements longs à la mise en place de la stratégie RSE avec un suivi de plan d'action, un peu une forme d'externalisation de la mise en place de la stratégie RSE. Et ça, en fait, l'objectif, c'est de rentrer un maximum de clients à terme sous ce format-là. D'une, parce que pour moi, c'est hyper intéressant et c'est hyper agréable de voir évoluer aussi l'entreprise dans la durée et que c'est des accompagnements au minimum de 6 mois. Et ça, en fait, ça me permettrait d'avoir, comme je mensualise pour alléger la charge, ça me permettrait d'avoir justement, de combler ce creux de trésorerie, de lisser sur l'année. Donc l'objectif, c'est d'arriver à proposer... Alors, j'ai beaucoup de demandes d'indépendants qui me disent « Oui, mais moi, j'ai fait un diagnostic avec toi sur la RSE, je vois bien que j'ai plein de choses, mais j'arrive pas à suivre le truc. » Sauf qu'en tant qu'indépendant, souvent, on n'a pas les moyens financiers d'avoir ce type d'accompagnement.
Donc, je suis en train de réfléchir suite à ce... des coachings d'équipe en intelligence collective. Moi, j'ai gamifié toutes mes offres, en fait, même les cours que je donne aux étudiants. Et donc, j'ai très envie de proposer, au-delà de cet atelier de construction des premiers pas de la RSE pour les indépendants, j'ai envie d'essayer d'imaginer quelque chose un peu sur du long terme pour des groupes d'indépendants. Ouais. Mais ça phosphore, là. C'est pas mûr. Je te propose de passer à la question suivante. Quelle a été la décision la plus difficile que tu aies eu à prendre depuis que tu entreprends? La décision la plus difficile, en fait, ça n'est pas depuis que j'entreprends, ça a été d'entreprendre. Ok. C'est parce que c'était très challengeant, que je venais pas d'un milieu où il y avait des entrepreneurs dans mon giron, mis à part mes copains de Merci René. Mais j'étais pas dans ce milieu-là. Donc je me suis mis un peu des freins toute seule au départ, et puis le jour où je me suis... après, je fais jamais rien à moitié, c'est-à-dire que le jour où je décide, je passe à l'action. Donc c'est un peu... Pour mon entourage, ça peut être un peu perturbant. Mais oui, la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre dans ma reconversion, ça a été d'entreprendre. Okay. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir eu à prendre des décisions très très difficiles en tant qu'entrepreneur. Et du coup, qu'est-ce qui a participé à ta décision d'y aller, de sauter ce pas? T'as fait un tableau de pour et de contre. Alors, je fonctionne pas avec des tableaux de pour et de contre parce qu'en général, je finis par remplir le tableau de façon égale des deux côtés. Donc, je suis pas câblée comme ça. Non, par contre, je travaille beaucoup dans l'intuition. Enfin, je suis très très sensible à ma propre intuition. Très sincèrement, j'avais postulé sur différents postes. Clairement, je voulais m'orienter vers du conseil ou de la stratégie d'entreprise, mais sur les volets environnementaux. Je voulais rester. En fait, l'environnement, pour moi, c'est quelque chose de très fort et de très ancré. Le respect et le maintien d'une planète vivable pour les générations futures. Et j'ai été manager et j'avais envie aussi d'accompagner à la transition, mais de façon humaine et compréhensive, etc. Donc j'ai postulé à plein d'endroits, j'ai pas trouvé le poste idéal. En échangeant avec des responsables RSE qui travaillaient dans des grands comptes, je me suis dit en fait moi je veux pas faire ça. Je dis pas que ça correspond pas à des gens, mais moi c'était pas ça que je voulais. Et puis sur mes 2 ans de pérégrination, de réflexion, tout ça, interne et personnelle, de formation, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de revenir au salariat. Moi, je vais avoir 50 ans là en février, donc je me suis dit si toi, je suis la rebelle de service en fait. Même partout où je suis passée, l'étiquette est restée, mais toujours dans la rebelle, mais constructive, pas la chieuse, on va dire, le gros mot, mais la rebelle, la fille qui pousse un peu les murs. Et je me suis dit, mais pousse les murs pour toi, en fait, arrête de pousser les murs pour les autres. Et du coup, ouais, c'est ça. En fait, c'est mon intuition de me dire, ok, de toute façon, tu veux pas revenir à du salariat tel que tu l'as vécu. Donc crée ton truc à toi et fais-le comme tu le veux. Et pourquoi pas des grands comptes? Tu peux faire de la prestation pour... Non, parce que je considère qu'ils ont des services dédiés et qu'ils ont les moyens effectivement d'organiser des choses en interne, de former des gens en interne, et que je considère qu'il y a plus de challenge justement sur ces petites boîtes qui ont des envies, qui ont des valeurs, qui ont envie de s'engager, mais qui savent pas par où prendre le schmilblick parce qu'ils n'ont pas les moyens de dédier quelqu'un à temps plein. Parce que bien souvent quand il y a un responsable entre guillemets RSE sur des PME ou des ETI, la personne fait 20 000 autres métiers autour, donc il n'est pas dédié complètement, il n'y a pas forcément d'équipe. Et en fait je me dis que ma plus-value elle est plutôt sur ces entreprises-là. Et puis on voit trop de grands comptes qui parlent beaucoup, qui font beaucoup de greenwashing, etc. Et en fait j'ai pas envie de participer à ça. Enfin, c'est très intellectuellement ça serait presque aller à l'encontre de mes valeurs et non. Pour l'instant, non. Je dis pas que si l'un d'entre eux vient toquer à la porte et me dit on voudrait un atelier, je facturerai pas, mais c'est pas la clientèle que je vais chercher, quoi. Est-ce que tu as d'autres anecdotes similaires, soit difficulté, soit décision? Je vais juste moduler, c'est pas la décision difficile, mais ça peut être aussi une décision complexe, c'est-à-dire où il y a beaucoup de questions à se poser avant de la prendre. Alors une décision qui m'a fait poser plein de questions, ça a été la décision de
déléguer, parce que c'est de la délégation, enfin, je comprends ça comme de la délégation, à Nathalie justement la réécriture de tous mes articles de blog. Ça m'a posé beaucoup de questions parce que j'ai mon propre phrasé, ma propre personnalité, que mes articles sont écrits avec les tripes, on va dire les choses crûment, mais c'est un peu ça, enfin, avec le cœur et avec moi, quoi, en entier. Et je me suis dit, ok, mais dans tous les cas, le SEO, clairement, c'est pas ton truc, tu comprends même pas comment ça fonctionne. Est-ce que tu prends le temps de te former, de t'informer, de tenter le truc au risque que ça plantouille complet et puis que tu vas perdre. En fait, tu auras l'impression d'avoir perdu du temps. Donc, toutes ces questions, en fait, ça a été un cheminement qui m'a pris presque 6 mois quand même, pour essayer de démêler un peu vers où je voulais aller. Et puis, je me suis posé beaucoup de questions de savoir à qui je pouvais donner cette mission, comment j'allais mener la négociation, enfin l'explication de ce que je voulais, parce que ma grande crainte c'était que la personne dénature mes textes en fait et dénature le contenu. Ça a été long et un peu laborieux. Oui. Ça a été une décision et puis finalement ça s'est fait naturellement, toujours pareil, en discutant avec les personnes. Enfin, je trouve que la relation humaine est fondamentale dans toutes les décisions qu'on peut prendre. Et ça s'est fait assez naturellement. Elle a commencé par réécrire, enfin, remettre à la bonne forme un des articles sans le réécrire. Et enfin, on fonctionne sur ClickUp. En fait, elle me tag, elle me dit attention, j'ai mis tel article à jour, regarde, valide, etc. Donc il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de fluidité. En fait, moi j'avais peur que ce soit pas fluide, j'avais peur de demander des choses alors que ça n'allait pas correspondre. Enfin, en fait, des peurs que je me mettais moi peut-être, ou des choses que j'aurais pas voulu vivre, que j'anticipais. Et ça a été laborieux, mais je suis contente de l'avoir fait. La communication, c'est l'un des sujets les plus difficiles à déléguer parce qu'on passe à quelqu'un d'autre le droit de parler pour nous, en fait, notre voix. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des difficultés là-dessus, qui vont, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans d'entrepreneuriat, continuer à alimenter eux-mêmes leurs réseaux sociaux, à alimenter eux-mêmes leurs blogs, parce que c'est dur de laisser quelqu'un d'autre parler à notre place, en fait. Oui. Et c'est une compétence qui est rare aussi. Quelqu'un qui soit capable de parler à notre nom de la même façon dont on parle nous-mêmes, c'est pas évident. En tout cas, c'est intéressant ce que tu dis. Je me pose la question, est-ce que c'est cette décision ou cette personne Nathalie, c'est ça ? Oui. Est-ce que t'étais en recherche à ce moment-là de déléguer quand tu l'as rencontrée, ou est-ce que c'est au hasard d'une discussion que tu t'es dit ah bah tiens c'est peut-être la bonne personne? Alors je connaissais Nathalie déjà, je suivais déjà ce qu'elle faisait, j'étais déjà abonnée à sa newsletter, et puis on se côtoie physiquement, c'est une Toulousaine, donc on s'était déjà rencontrés plusieurs fois. On a la même passion pour les potagers. Il y avait quand même des connexions qui étaient assez existantes. Et en fait, c'est venu assez naturellement à partir du moment où je savais qu'elle proposait ce genre de prestations. Et c'est venu assez naturellement que j'aille vers elle. J'ai pas sollicité 25 personnes pour discuter de mon besoin et de mon envie du moment. C'était une évidence en fait. Pour moi, j'avais envie de travailler avec elle parce que j'aimais sa façon d'écrire ses propres articles. J'aimais la façon dont elle communiquait et je savais, j'ai posé le cadre de ce dont j'avais besoin, mais je savais que je pouvais lui faire confiance et qu'elle allait respecter le cadre. Oui, ça s'est fait plutôt naturellement parce que je pense qu'on se connaissait avant. Okay. Je suis pas sûre que ça serait des expériences managériales peut-être. Oui. oui. Je pense que ça c'est pour moi c'est une vraie plus-value. Je dis pas qu'à l'époque ça a été facile tous les jours, voire pas du tout certaines fois, mais c'est une vraie plus-value parce que et puis moi j'avais demandé à être formée, ma porte était toujours ouverte, sauf vraiment quand j'avais besoin de calme et de sérénité, mais globalement je pense avoir été très dans la communication et très dans la confiance avec mes équipes. Il y a clairement des collaborateurs à l'époque qui m'avaient dit mais t'es sûr que je peux faire ça, mais tu veux pas checker derrière? Je dis je vais checker les 2 premières fois puis après si ça roule quoi. Enfin chacun son job quoi.
Donc ouais, dans la responsabilisation de la personne à laquelle on fait confiance en fait. Et ça c'est oui, ça je pense que ça a été. C'est un blocage en moins en tout cas pour la prise de décision. Ouais, tout à fait. Et je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. En gros, les décisions les plus difficiles à prendre, et là c'est un nouvel exemple, c'est souvent les décisions où on a nous-mêmes le plus de freins, où on se met le plus de freins plutôt. On met du temps en fait à aboutir à la décision, et peut-être qu'un moyen d'améliorer ça, c'est d'identifier finalement quand on a une décision difficile à prendre, quelles sont toutes les croyances qu'on a par rapport à ça, et voir en fait si elles se résolvent facilement ou pas. C'est pas forcément le cas, hein, parce que rationaliser des croyances et des émotions, c'est pas évident. Mais en tout cas, peut-être que c'est une piste pour accélérer ce genre de décision. Ouais, c'est clair. C'est pas quelque chose que j'ai expérimenté, mais c'est une belle piste. Je vais y réfléchir. En fait, les deux étaient de l'émotionnel et des croyances. Aucune des deux n'était... Ouais, sur la technique, en fait, je considère qu'il n'y a pas de difficulté à partir du moment où tu es dans l'action et où tu as envie d'agir. Enfin, donc oui, forcément, du coup, me concernant, c'est toujours très lié. Et même quand tu sais pas, tu te formes, tu l'as dit, tu vas chercher des... Ouais. Après, je pense que c'est aussi lié à ma personnalité, mais c'est aussi lié à mes études. C'est-à-dire que quand tu fais des études d'ingénieur, en fait, très rapidement... moi j'ai fait un BT, j'ai un parcours très sinueux. On t'apprend à résoudre des problèmes, quoi. mais on t'apprend voilà, t'es confronté à un mur, où tu vas chercher de l'information pour répondre à ce besoin ou résoudre ce problème. En fait, t'es un peu formaté comme ça. Et totalement. Donc la gestion de crise. Oui, c'est ça, c'est là, je suis au bout du labyrinthe, je vais à droite, je vais à gauche, pourquoi je vais à droite, pourquoi je vais à droite. Donc je pense que c'est aussi, on est un peu formaté comme ça. Et mon papa est ingénieur aussi, et je vois que quand on est confronté à des problèmes, au final, il y a un peu de génétique peut-être, mais on fonctionne un peu de la même façon on pose le truc, ok, il y a un problème, quel est le problème, on l'analyse et on cherche les solutions. Je vais revenir à la question du coup du secret de ta résilience. Ouais. On a un petit peu abordé le sujet quand tu parlais de la difficulté la plus grande que tu as eu à affronter. Maintenant, comment toi tu perçois ça? Quel est pour toi le secret de ta résilience? Alors il y a un moteur très très fort, c'est le moteur qui me dit à 50 balais, reviens pas dans le salariat, tu vas casser les murs. Donc ça c'est du coup une volonté farouche de réussir et d'aller jusqu'à la retraite et plus si affinité. Ça c'est je pense me concernant le moteur principal de ma résilience. Il n'est pas question que j'échoue en fait. Parce que je veux pas revenir au salariat. Enfin, l'année dernière, j'avais pris un petit temps partiel pour garder une petite fille en périscolaire. Ça s'est super bien passé, hein, mais non, en fait, ces contraintes-là, je veux plus les avoir à vivre et je veux faire comme bon me semble, au moment où ça me semble bien, parce que j'ai découvert que mon rythme à moi était pas du tout adapté à la société, au cadre de la société. Donc maintenant, je peux arriver à organiser mes journées et mon fonctionnement. Donc non, ça c'est le moteur principal de ma résilience, je pense. Et après, alors c'est très lointain, très profond, très personnel, mais en fait, j'ai grandi dans une famille d'un immigré espagnol qui a traversé les Pyrénées en plein hiver, qui a fait sa vie en France. Et en fait, je pense que ça, là, dans l'historique familial, ça pèse dans le bon sens, parce que ça me pousse à me dire, de toute façon, il n'y a jamais de mur infranchissable. Il y a toujours une solution au problème. Il n'y a pas de problème sans solution. Enfin bon, donc ou s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Enfin voilà, toutes ces phrases-là, en fait, chez moi, ça résonne fort. Et donc je suis, voilà, quand je suis confrontée à des problèmes, à des difficultés, il y a forcément une solution. Alors elle sera peut-être différente d'une fois sur l'autre, mais il y a forcément un moyen de. Et je pense que ça, c'est un vrai moteur de résilience. Donc quand tu es confronté à un problème, d'abord tu te dis bon, il y a forcément une solution. En plus, avec le côté ingénieur, tu vas finir par trouver la solution. Et donc finalement, il y a ce côté-là. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la première raison, c'est que finalement, tu as un phare qui te guide.
je ne sais pas si on peut avoir une autre métaphore, mais en tout cas, cette logique-là, ça peut être, comme toi, lié à une volonté d'atteindre personnellement quelque chose ou d'éviter un chemin que tu ne veux pas, dans lequel tu ne veux pas rentrer. Mais il y a d'autres personnes où ça peut être aussi une mission, une valeur très importante pour la société, et ils disent je veux tellement que ça marche pour la société que ils sont capables de se remettre sur les rails. Il y a une autre technique aussi, on a beaucoup entendu parler, tu parlais tout à l'heure de la BSB, je crois que c'est quelque chose qui a été cité aussi, c'est le fait de revenir aux raisons pour lesquelles on a lancé l'entreprise. Donc quand on lance une entreprise, il faut écrire une phrase du pourquoi, et quand on a des doutes, revenir lire cette phrase pour se rappeler de qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Ça venait d'avant la BSB, je l'ai entendu il y a 3 ans. Dès que j'ai commencé à réfléchir, à regarder des trucs sur l'entrepreneuriat, une des premières vidéos que j'avais vues, en fait, me disait « Écrivez votre pourquoi ». Vous prenez un cahier, vous écrivez votre pourquoi vous voulez entreprendre. Et à chaque fois que vous avez un bas, à chaque fois que vous avez un doute, vous revenez lire cette phrase-là. Je l'ai jamais écrit, ou alors je l'ai écrit, j'ai perdu ma phrase. Mais c'est pas grave. C'est effectivement quelque chose vers lequel je vais. Donc il y a cet aspect, il n'est pas question que j'échoue parce que je ne veux pas revenir dans les travers du salariat. Et il y a cet aspect, ma mission, c'est d'accompagner ces entreprises à la résilience durable, écologique et humaine, en fait. Et arrêter de saboter. Autour de moi, il y a trop de gens qui sont malheureux dans leur boulot parce qu'il n'y a plus de sens, parce qu'on leur fait faire... Enfin, non, à un moment donné, à qui on demande de trier alors qu'on a mis 50 poubelles et que finalement, rien n'est identifié correctement. Enfin, comment on veut que les gens, finalement... et puis à qui on fait une formation, on tape sur les doigts, « Ah, attention, vous triez pas bien !» Ouais, mais enfin, posez-vous la question de savoir pourquoi on trie pas bien. Enfin, j'ai envie en fait d'apporter cette pierre à l'édifice on va vers une entreprise et qui rend les gens heureux et qui arrête de détruire la planète. C'est le deuxième pilier. Dans mon pourquoi, il y a les deux en fait. Et c'est une phrase qui est écrite et qui revient souvent, que j'ai mis en post-it. On va passer aux petites questions au tac au tac. Je ne sais pas si tu es au courant qu'il y en a, mais en tout cas... Je vais jouer le jeu. C'est parti. Alors du coup, recrutement ou prestataire externe ? Prestataire externe. Parce que j'ai été manager et que je trouve aujourd'hui, enfin, on parle d'aujourd'hui, je trouve ça plus simple de gérer des prestataires externes que des salariés. Formation ou auto-formation ? Formation. Réseau d'entrepreneurs à la cool ou plutôt réseau structuré avec des règles strictes ? Non, plutôt réseau entrepreneur à la cool. Réseau de copains et de copines, quoi. Ouais, voilà. Mais voilà. Le téléphone ou l'email, est-ce que c'est un ami ou un ennemi ? Alors, je vais les séparer, je peux. L'email est plutôt un ami. Je suis plutôt très à l'aise à l'écrit et ça me pose aucun souci d'envoyer un email, même parfois un peu trash, quand c'est nécessaire. Enfin, trash, mais bien tourné quand même. Je reste dans la bonne séance. Il faut faire attention. Le téléphone est pas un ami. C'est très compliqué pour moi de dire allez, je prends le téléphone, j'appelle un tel. Enfin, c'est le genre de truc sur lequel je procrastine des heures ou des jours ou des semaines. J'aime pas trop répondre au téléphone non plus. Bon, au final, en fait, c'est juste le fait de répondre au téléphone, ou d'appeler. Parce qu'une fois que la conversation est établie, ça se passe super bien. Mais ouais, c'est pas... D'accord. Souvent, on me dit oui, mais appelle machin. Voilà. On peut commencer par un email ? Ouais, c'est exactement ça. Ok. Est-ce que tu as une journée type ou un chaos organisé ? Non, c'est malgré tout une journée type dans un chaos organisé. Il y a quand même une journée type parce que je suis maman, que je vis en couple, que le reste de ma famille est dans un cadre social, sociétal établi. Et voilà, il y a quand même les horaires du lycée, du travail. Voilà, donc il y a... Mais c'est aussi un joyeux bordel, on va dire, parce que mon mari travaille en horaire décalé, donc il y a jamais une semaine qui ressemble à l'autre. Et au sein de la journée là, aujourd'hui, j'arrive à mieux m'organiser et à mieux m'écouter. Mais ça reste assez souple et c'est aussi ça qui me va bien. Est-ce que tu mets en place une routine
personnel en tant qu'entrepreneur Depuis peu, merci Amélie, je dédie le vendredi à ma journée de chef d'entreprise, à ma posture de chef d'entreprise, donc soit pour me former, soit pour faire de l'administratif, soit pour prendre du recul et imaginer de nouvelles offres. Voilà, c'est vraiment ma journée CEO. Je suis en train d'organiser en fait les rendez-vous clients ou l'école de discussion d'autres entrepreneurs, etc. Vraiment sur 2 créneaux et pas sur toute la semaine. Alors aujourd'hui, c'est un peu en fonction. Je m'adapte un peu aux agendas des uns et des autres, et ça va plus être possible. Donc, du moins, ça m'empêche de structurer d'autres choses. Donc, j'en ai pris connaissance. Ouais, c'est ça. J'en ai pris conscience là il y a peu, et c'est en cours d'organisation. Je teste des choses. Alors, est-ce que tu fais lecture, vidéo ou podcast? Lecture et podcast. Okay. Pas sur les mêmes moments et pas forcément sur les mêmes sujets. Je lis beaucoup, mais c'est très éclectique en termes de lecture. Donc voilà, ça va du fantasy à des choses autour de tout ce qui est comment on dit, science-fiction, les polars, mais aussi des romans ou des bouquins féministes. Enfin, c'est très, c'est comme la musique. C'est très très éclectique. Et les podcasts, c'est plutôt des podcasts entrepreneuriaux que je découvre petit à petit, donc The Bee Boost, mais aussi d'autres. Enfin, et puis les podcasts, ça va et ça vient. C'est-à-dire qu'il y a des fois, au final, j'écoute pendant longtemps un podcast, et puis au bout d'un moment, ça me fatigue ou ça répond plus à mes besoins et à mes attentes. Donc je me désabonne et puis j'en trouve un autre, etc. Voilà, donc. D'accord. Tu voudrais en recommander un aux entrepreneurs qui pourraient nous écouter? Celui d'Aline, The Bee Boost, je sais plus comment c'est. Je peux pas, j'ai business. Après, il y en a un donc c'est d'une personne que je suis, avec laquelle je fais du yoga maintenant, enfin depuis. C'est du yoga en ligne, mais c'est bien dans ta boîte, Laura Besson. Elle a un chouette podcast justement sur le bien-être des entrepreneurs, sur la vision holistique de l'accompagnement. Donc quand on est dans ces métiers un peu du conseil, de l'accompagnement de personnes, de la santé, etc., je pense qu'elle a beaucoup de valeur à apporter. Et tu as un top 3 de bouquins à conseiller? Un top 3 de bouquins à conseiller. Alors moi, un bouquin que j'ai découvert, mais au tout démarrage en 2019, donc même avant d'immatriculer mon entreprise, c'est... alors le titre exact, il faudra rechercher, mais c'est autour de l'océan bleu en fait. Ah, la stratégie océan bleu. Voilà, stratégie océan bleu, exactement. Merci Bouchra. Un grand classique. Parce que j'avais très peur de la concurrence, dans le sens où je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire toi, petite bestiole au milieu du grand monde de la RSE. Et ça m'a permis de prendre beaucoup de recul et justement de comprendre que finalement on avait tous une place et tous de la valeur à apporter. Donc pour moi c'est le fondamental de mes débuts entrepreneuriaux. D'ailleurs il est toujours sur la bibliothèque, il y a des post-it et des machins partout dedans, donc c'est assez rigolo, de temps en temps je vais piocher dedans. C'est pareil, moi j'ai pas une grande mémoire des chiffres, des titres et des noms. Donc le bouquin de Simon Sinek sur le pourquoi, on en a parlé tout à l'heure, pour moi c'est... Et en fait, c'est même au-delà d'un livre sur l'entrepreneuriat, c'est un livre pour la vie, en fait. C'est toujours poser la question de pourquoi on fait les choses et assumer ce pourquoi. Et, enfin, voilà, donc ça, c'est... et après, un troisième... comment s'appelle-t-elle? Je sais plus. C'est un bouquin sur l'entrepreneur durable. Solène Pignon, je sais plus. En fait, c'est un livre qui moi m'a beaucoup aidé. Alors parce que j'aime bien le potager, que je viens de l'agriculture et de la permaculture, tout ça. Ça m'a parlé. Bon, c'est pas que mes agriculteurs à l'époque faisaient beaucoup de permaculture, mais c'est des sujets sur lesquels j'avais fait pas mal de recherches à titre personnel. Et en fait, elle considère que l'entreprise, et on peut l'alimenter, la faire vivre sous ce format permaculture. Avec des saisons pour faire les choses, des saisons pour... Voilà. Et c'est un livre d'auto-coaching un peu
qui m'a beaucoup aidée aussi. Ok. C'est ça la question suivante. Oui. Sport ou art? Sport. Très bien. Et puis sport qui bouge. Sport un peu trash, quoi. Enfin, ski, BMX, VTT, enfin, voilà, des sports qui mettent le corps à rude épreuve. Ouais. D'accord. Est-ce que ton entourage ou tes amis ont changé ou évolué depuis que tu es entrepreneur? Peu. Non. J'ai pas un cercle d'amis ultra large. Enfin, des amis, enfin, des gens avec qui... et ces amis que j'avais avant d'entreprendre, ils sont toujours là et sont un soutien. Certains demandent des conseils, c'est rigolo. Non, ça a un peu évolué. Je dirais que j'ai élargi mon cercle de connaissances et d'amis et de copains et de copines grâce à l'entrepreneuriat. Ça m'a ouvert sur d'autres personnes et voilà, je vous ai rencontré, vous, c'était top. Enfin voilà, il y a des personnes comme ça qui sont rentrées dans ma vie qui ne seraient jamais rentrées si j'avais pas entrepris. Bon, on a quasiment terminé. Est-ce que tu as des conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui se lance? Alors, le conseil bateau, mais qui est quand même, enfin, me concernant, très important, bien s'entourer. En fait, tester, moi je me suis entourée petit à petit, mais tester plusieurs formations, se former, rencontrer des gens, aller dans des réseaux d'entrepreneurs, mais pas se dire ok, il faut aller dans un BNI, donc je vais dans un BNI, c'est aller rencontrer des gens d'un BNI, si ça convient pas, ça convient pas, et se dire ok, c'est pas grave, il y en a d'autres, rester toujours un peu en veille, et puis tester les choses avant de s'impliquer dans un réseau d'entrepreneurs, continuer à se former tout le temps, sur l'entrepreneuriat, sur le mindset, pour apprendre à se connaître soi. Enfin, moi, à mon grand âge, entre guillemets, je pense que je me connaissais déjà bien et ça m'a quand même aidé à aller de l'avant. Mais j'en apprends encore toujours sur qui je suis, sur comment je fonctionne, mes peurs, mes doutes, etc. Mes croyances. Et ouais, les gros conseils, c'est ça, c'est s'entourer, c'est pas forcément évident au début, mais oser créer des connexions, oser aller dans des groupes d'entrepreneurs, même au tout démarrage. Moi, j'avais fait une formation à la création d'entreprise. Je suis restée en lien avec certaines personnes de cette formation. On a tous créé notre entreprise. Et de temps en temps, on s'envoie des petits coups de love pour se soutenir, alors qu'au départ, on était tous là pour apprendre à créer notre boîte et qu'on l'avait pas fait encore. Donc, ouais, oser aller vers les autres, se former, rencontrer du monde. Donc rester ouvert en fait aux gens, aux rencontres, aux formations, aux opportunités, ouais. Et puis pas se culpabiliser en se disant ok, on m'a dit que, enfin moi j'ai un gros problème avec les injonctions en fait. Je suis, comme je l'ai dit, une rebelle dans l'âme. Donc dès qu'on me dit il faut que, il y a qu'à faut, là c'est mort, vous m'avez perdu. Donc du coup, toutes ces injonctions, oui, attends, tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut que tu ailles dans un BNI. Ouais, alors en fait, moi, personnellement, le BNI, ça me correspond pas. Je suis pas du matin. Mais souvent, c'est le matin. J'ai des enfants. Enfin, j'ai des contraintes familiales qui font que je peux pas être à 7h30 ou 8h en ville. J'habite loin. Enfin, bon, bref. Donc, c'est 7h, généralement. Ouais. Donc oui, mais non. En fait, j'ai testé. Je suis allée voir. Je suis restée curieuse. Je suis allée voir. Ça n'a pas correspondu à mon état d'esprit. Voilà. Au fonctionnement, c'était trop cadré pour moi. Bon, bref. Et donc, j'en ai testé plusieurs. Et puis, il y en a dans lesquels je suis restée, d'autres pas. Et c'est OK, quoi. Enfin, c'est pas, il faut pas se dire il faut que. Non, c'est testons les choses par soi-même. Finalement, ce que tu expliques, c'est que c'est important de s'entourer. Et après, il y a plein de façons de le faire. Oui. Dans tous les cas, il y a un investissement à faire qui est soit en temps, soit en argent, parce qu'il y a des réseaux qui sont... Voilà, une formation aussi, hein, c'est un investissement. Oui. Mais c'est toujours un investissement pour soi, pour sa société, pour créer justement ce socle qui va permettre derrière de se projeter plus loin. Oui, tout à fait. Ok. Merci pour ce conseil. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Mais merci de m'avoir invité, surtout. Une dernière chose, comment on fait pour te retrouver pour les auditeurs? Alors, j'ai un compte Instagram qui a un nom très long, donc j'espère que vous mettrez un petit Bien sûr. qui est Imichaud Conseil d'aider.
que j'essaie d'alimenter de plus en plus parce qu'en fait, pour moi, c'est la cible un peu fun, créatif. J'aime peu. Je suis plus sport que art, mais j'aime bien créer des choses, mettre des couleurs, tout ça, voilà. Faire des choses un peu fun. Sinon, mon principal réseau sur lequel on peut retrouver des conseils, des posts que je fais, c'est LinkedIn. Donc avec mon nom, vous allez me retrouver. Et j'ai un site internet, isabellemichaud-conseil.com. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous.